Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée pour la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Après la résolution de la crise gambienne par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, le royaume chérifien annonce son retour dans l'Union africaine. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre marocain des Affaires étrangères. Et puis 2 millions de tonnes de riz paddy et 300 000 hectares de plantations d'anacardiers aménagés. Voilà les acquis et défis que compte relever le ministère de l'Agriculture en 2017. Enfin, nous irons dans la forêt classée de Ziama où les élus du peuple dressent un constat sur la situation préoccupante de cette forêt victime d'une exploitation abusive. Voilà pour le sommaire, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Tout d'abord, ce décret. Décret D-2016-09-PRG-SGG portant déclaration de Conakry capitale mondiale du livre 2017 comme événement d'utilité publique en République de Guinée. Le président de la République décrète. Article 1er. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017 est déclaré événement d'utilité publique en République de Guinée. L'année commence le 23 avril 2017 à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Les principaux acteurs du livre se rassembleront afin de promouvoir les livres et la lecture durant les 12 mois suivants. Article 2. Le président de la République ordonne l'utilisation du label Conakry Capitale mondiale du livre 2017 dans la communication institutionnelle et diplomatique de la Guinée. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 23 janvier 2017, professeur Alpha Condé. Décret D-2010-010-PRG-SGG portant création du comité interministériel d'orientation, de coordination stratégique et de pilotage de Conakry capitale mondiale du livre 2017 en abrégé CCML 2017. Le président de la République décrète. Article 1er. Il est créé un comité interministériel d'orientation, de coordination stratégique et de pilotage de Conakry, capitale mondiale du livre 2017, en abrégé CCML 2017. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre. Article 2. Le comité interministériel a pour mission de définir les orientations stratégiques et le plan d'action opérationnel à mettre en œuvre dans le cadre de l'opérationnalisation de Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Article 3. Le comité interministériel est composé comme suit. Président, Monsieur le Premier ministre. Rapporteur, Monsieur le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Membre, Madame la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche. Monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Monsieur le ministre du Budget. Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Article 12. Un arrêté du Premier ministre précisera les attributions et les modalités de fonctionnement du comité. Article 12. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 23 janvier 2017, professeur Alpha Condé. Dans l'actualité, le chef de l'État a reçu en audience cet après-midi le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Les entretiens entre Salah Eddine et professeur Alpha Condé ont porté sur l'état d'avancement du processus de réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Compte rendu d'audience, Mohamed Lamine Souma. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc est venu rendre compte au président de la République de l'état d'avancement du retour de son pays au sein de l'Union africaine. Salah Eddine Mezouar a insisté sur l'attachement de son pays au développement économique de l'Afrique. Je suis porteur d'un message verbal de la part de Sa Majesté, une occasion naturellement de transmettre
les amitiés et les salutations de Sa Majesté et dire combien les relations entre nos deux pays sont excellentes et à chaque fois encore plus excellentes compte tenu naturellement de notre histoire commune, mais également de tout ce qui est porté par nos deux chefs d'État pour nos deux pays et pour le continent. Le Maroc, à travers son adhésion à sa famille institutionnelle, veut apporter sa contribution à l'édification de l'Afrique. Le Maroc est très attaché à l'unité africaine et à l'unité de l'institution africaine. Et le Maroc agira parce qu'il est profondément africain et parce qu'il est attaché à ce continent et à son avenir et au devenir de ses populations. Le Maroc agira avec toute son énergie au profit du développement humain en Afrique, au profit du développement économique en Afrique, au profit de la paix et de la stabilité et de la lutte contre toutes les formes de déviation ou d'intégrisme, tout ce qui est de nature à polluer la vie des citoyens africains et à perturber la marche vers le développement du continent africain. C'était également l'occasion de rendre un grand hommage au président pour le rôle qu'il a joué dans la crise gambienne. Aucune goutte de sang n'a été versée. La sagesse du président a beaucoup aidé dans la résolution de la crise. Et nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'en Afrique, nos leaders africains sont capables de régler ce type de crise ou de difficulté sans avoir recours à qui que ce soit. Ça montre une maturité, ça montre aussi une conviction et ça montre que l'Afrique peut compter sur elle-même, que l'Afrique est capable de résoudre ses propres problèmes et que l'Afrique devra se faire confiance et faire confiance à ses dirigeants et faire confiance à ses compétences. Pour la ministre guinéenne des Affaires étrangères, cette démarche s'inscrit dans la dynamique de l'excellence des relations historiques qui existent entre la Guinée et le Royaume du Maroc. Le Maroc est un pays ami de la Guinée, cela se démontre depuis la création de l'OUA, cela se démontre depuis tous les rois, tous les présidents qui se sont succédés à la tête de nos deux pays. Le Maroc, vous vous rappellerez, était déjà venu ici pour informer la Guinée de sa volonté de revenir au sein de la case Afrique, de la maison Afrique, qui est notre chose commune. Le Maroc est un pays africain ancré en Afrique. La Guinée a eu une coopération assez fructueuse, assez variée avec le Maroc. La Guinée et le Royaume du Maroc sont deux grands pays d'Afrique qui ont toujours œuvré en faveur de l'intégration africaine. Le chef de l'État a visité les chantiers de reconstruction du tronçon Boussoura-Madina dans la corniche de Matam et celui de la 7e et 8e avenue dans le quartier Almamia, commune de Kaloum. Des travaux exécutés par Béjeg TP par toutes les populations riveraines ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma, Cheikh Mabin Dessila. Ce sont des travaux qui vont rendre plus fluide la circulation routière à la corniche sud de Conakry, côté Boussoura, dans la commune de Matam. Le président de la République est chaudement applaudi par la population riveraine qui exprime ainsi son adhésion à ces travaux. De 7 mètres de largeur, la chaussée va passer à environ 15 mètres et le réseau de drainage d'eau totalement repris. Coût de réalisation plus de 26 milliards de francs guinéens. Avant les travaux de réhabilitation de la corniche sud, c'est-à-dire du lycée Matam, sur près de 2 km à réaliser. Et ce qui est particulier dedans, c'est que la structure va être complètement changée et le type de revêtement aussi va être changé. Ça part de 7 mètres, 10 mètres environ à 15 mètres aujourd'hui. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ça va accroître la fluidité sur ce tronçon qui est vraiment très important car c'est par là que passent tous les gros camions, mais également le réseau d'assainissement a été pris en compte. Le président Alpha Condé
veut se rassurer de la bonne qualité de ces travaux d'urgence qu'il a initiés pour soulager les usagers. Il faut absolument qu'on ait fini les routes avant la saison des pluies. Vous savez, il pleut beaucoup en Guinée. Si on ne finit pas les routes avant la saison des pluies, la dégradation sera plus importante. Donc on va faire les travaux en 2 temps. On va d'abord finir les routes les plus difficiles. Les autres, on va faire les travaux préliminaires. Et ensuite, quand nous aurons fini d'ici les contrats avec nos amis chinois et turcs et aussi le fonds covidien, le fonds saoudien, nous allons reprendre toutes les routes maintenant en béton bitumé comme la route de Tombo. Mais pour le moment, il faut rendre toutes les routes praticables. Et cette route-là, elle va être faite définitivement, ça veut dire que ça sera en béton bitumé. Mais j'ai demandé que s'ils font des caniveaux, il faut qu'ils ferment les caniveaux. Si on ne ferme pas les caniveaux, les gens jettent les poubelles dans des caniveaux. C'est pas s'ils ferment les caniveaux, tout le monde sera obligé maintenant de mettre les saletés quelque part. Sinon, on ne peut pas assainir la ville. Donc, comme j'ai dit au ministre, moi-même, je vais sur de très près. Je vais venir régulièrement sur les chantiers parce que je vais donner 2 mois pour finir tous les chantiers. Un vaste programme de reconstruction des routes de la capitale qui bénéficie du soutien financier de plusieurs pays amis. C'est en train d'être négligé. Pourquoi nous avons commencé par faire les indépendances délocalisées. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le Conakry et pour l'assainissement et les voiries. Singapour, qui nous fait le plan de développement de Conakry en 2040, va nous déposer le plan au premier trimestre. Nous sommes en train de construire à Corée. On va faire déménager les gens afin de pouvoir réaménager complètement la ville pour que la ville soit présentable. Vous savez bien, quand le président Dogan est venu ici, il nous a dit que Conakry, ce n'est pas une ville. Il faut qu'on l'élève de défi pour que Conakry soit une ville. Il faut que la population se respecte. Si les gens, ils doivent mettre les saletés, les choses d'antenne. S'ils mettent les saletés, on ne peut pas assainir la ville. Il faut que la population aussi collabore. Nous avons un enfant qui fourrera. Quand on mouti ou on a géré, faut des bonnes. Quand on a faut qu'on a géré, pour que faut n'a pas. Faut bien qu'on discipline mais rating. Du quartier Boustra à la Corniche Sud, le président Alpha Condé s'est rendu sur l'autre chantier dans le quartier Almamia, commune de Kaloum. Selon Madame la ministre des Travaux publics, Oumou Kamara, il s'agit là aussi de la reprise totale de toute la structure de la chaussée et la reconstruction du réseau de drainage d'eau de pluie. Le chantier couvre la 7e et la 8e avenue. Dans les 2 communes, la population riveraine a spontanément manifesté un accueil des plus enthousiastes au président Alpha Condé. Dans le reste de l'actualité, les opérations de déguerpissement des voies publiques se poursuivent après Kaloum. L'opération touche le grand marché de Madina où les marchands libèrent les emprises de la route. C'est le gouverneur de la ville de Conakry qui pilote les opérations. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. La circulation est désormais fluide sur le pont de Madina. Les marchands et autres étalagistes installés dans les emprises ont été tous déguerpis par les services de sécurité du gouvernorat de Conakry. La démarche est d'assainir ces voies publiques qui étaient impraticables à cause des bouchons. C'est une bretelle qui a été faite pour le passage des véhicules de transport commun, c'est-à-dire les taxis et les minibus. Mais très malheureusement, ils ont érigé cette bretelle en marché. Tout a été complètement dégagé. Nous avons commencé à dégager la route du Niger à Madina. Comme vous pouvez même le constater, les 2 côtés de la route sont complètement dégagés. Les véhicules et les piétons marchent librement. Les agents de la police verte sont postés un peu partout sur les lieux afin de pérenniser l'action. L'opération est saluée par les citoyens. On a mis le pont ici pour faciliter à marcher. Quand tu touches quelque chose ici, frère, quand il t'insulte, vraiment, ça va faire 2 semaines que tu penses sur ça. Donc vraiment pour nettoyer ici, vraiment on est content. Le carrefour est libre, vraiment si ça continue comme ça, tout le monde sera aéré et les passagers aussi ne vont pas souffrir pour aller là où ils veulent aller quoi. L'axe Madina-Carrefour Constantin sur le Niger est aussi attaqué. La voie qui était autrefois réservée pour les bus et minibus est aujourd'hui praticable de la Sigmadina à Dixingar sur l'autoroute Fidel Castro. Comment renforcer le système de surveillance des maladies dans l'espace CEDEAO? La question mobilise des acteurs de la santé animale.
humaine des pays membres de l'organisation. L'objectif est d'amener les différents pays à définir les voies et moyens devant permettre de coordonner et améliorer les approches de prévention et de gestion des maladies en Afrique de l'Ouest. Sori de Kira, Mohamed Pati Kamara. C'est une réunion de planification conjointe des activités du projet d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Elle fait également office de comité de pilotage du projet. Un projet exécuté par l'Organisation ouest-africaine de la santé sous financement de la Banque mondiale. Le projet vise surtout le renforcement des capacités nationales et régionales pour une surveillance intégrée des maladies dans l'espace CEDEAO. 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. 75% des agents pathogènes qui sont à l'origine des maladies aussi bien infectieuses animales sont d'origine animale. Et aussi 80% des agents pathogènes qui ont un potentiel à usage de bioterrorisme sont d'origine animale. Donc il va sans dire que ce qui est très très important, en tout cas en ce qui concerne l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de l'approche Une seule santé, c'est de contenir la maladie à sa source animale. Ce projet, c'est un projet donc, qui va mettre en place une plateforme régionale, mais également des plateformes au niveau de nos 15 États membres de la CEDEAO, de façon à ce que nous puissions désormais travailler mieux, coordonner mieux nos actions et créer la synergie et la complémentarité nécessaires en vue d'améliorer la santé de nos communautés. Le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique sera exécuté en 3 phases. La première phase couvre la Guinée, le Sénégal et la Sierra Leone. Sur l'ensemble des phases, l'accent sera mis sur les indicateurs comme l'information sanitaire, le renforcement des laboratoires, la gestion des ressources humaines ainsi que le système de plaidoyer et de coordination. Les épidémies n'ont pas de frontières physiques, les épidémies n'ont pas de frontières administratives. Donc la nécessité d'avoir un projet sous-régional de renforcement des systèmes de surveillance non seulement à l'intérieur des pays, mais aussi avoir une approche coordonnée, synergique entre les pays de la CEDEAO s'avérait nécessaire. Le projet bénéficiera de l'accompagnement de tous les partenaires impliqués dans l'amélioration de la santé des populations. Tous devront œuvrer dans le renforcement des systèmes d'alerte et de réponse aux épidémies et autres événements de santé, notamment ceux d'origine animale. Le ministère de la Jeunesse a présenté ce lundi les résultats d'un appel à la candidature. Il s'agit des institutions qui ont soumissionné pour le projet Booster les compétences. Sur les 74 projets, 17 ont été retenus pour cette première phase avec à la clé 13 millions de dollars américains. Alia Kamara, Younous Ataweli Kamara. Le projet Booster les compétences entre dans sa phase d'exécution. Sur les 17 notes conceptuelles retenues pour cette première composante, 3 viennent des départements jeunesse, enseignement supérieur et enseignement technique. Les autres projets sont portés par des institutions ayant des partenariats avec des structures privées et publiques. Tous les domaines prioritaires dans le développement sont ciblés. Ils portent sur l'agroalimentaire, les mines, l'éducation ou encore la santé. L'objectif est d'affiner la formation des jeunes dans ces domaines pour accroître leur employabilité. Le projet Booster les compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes est un projet du gouvernement guinéen financé à hauteur de 20 millions de dollars par nos partenaires de la Banque mondiale qui vise justement à apporter une solution dans l'amélioration de l'employabilité des jeunes en leur apportant non seulement des formations de qualité au sein des institutions de formation, en assurant un certain partenariat avec le secteur privé pour mettre en adéquation la formation et le besoin des employeurs sur le terrain. Les 17 notes conceptuelles seront financées à hauteur de 425 000 dollars par projet. Plusieurs critères ont prévalu à leur sélection, notamment l'innovation, la pertinence, la fiabilité des partenaires et l'impact social. La phase prochaine, c'est justement ces institutions bénéficiaires se rapprocher de l'équipe de gestion de Booster les compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes, pour le suivi, pour la phase, l'étape prochaine à venir. Le projet Booster les compétences a fait du chemin. Il y a 2 ans qu'il a été mis en route. La seconde phase de cette première composante va commencer bientôt. Les départements concernés comptent lancer rapidement un autre appel à candidature. Dans l'actualité encore, et selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, l'offre alimentaire à riz et en produits maraîchers s'est améliorée. Le riz
paddy, par exemple, a atteint les 2 millions de tonnes pour 2017 dans le domaine des cultures d'exportation. L'objectif de réalisation de 300 000 hectares de plantations d'anacardier est dans la ligne de mire des acteurs du développement rural. Explication, Foudi Kamara. En 2016, la dynamique de l'appui du gouvernement au secteur agricole s'est apaisantie sous la livraison des semences, engrais, pesticides et équipements de traitement phytosanitaire et de préparation du sol. Pour le respect du calendrier agricole, la quasi-totalité des intrants a été acheminée dans les préfectures avant le démarrage des cultures. Réellement, la production a donné, la pluviométrie a été très clémente et dans l'enthousiasme, nos cadres se sont donnés dans la main avec le secteur privé. Il y a eu une synergie d'action entre les deux corps. Après les 200 000 hectares de 2016, le programme présidentiel de réalisation des plantations d'anacardier affiche un ambitieux objectif de 300 000 hectares en 2017. Dans cette relance sont inscrites les cultures agro-industrielles, palmiers, café, cacao, ananas et d'autres filières de diversification alimentaire. J'ai la ferme conviction que nous poursuivrons avec beaucoup plus d'abnégation et d'engagement la délicate mission du gouvernement, celle de répondre à l'attente des populations guinéennes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et bénéficier des avantages économiques de transformation de notre agriculture. Sur le plan de la coopération agricole, des projets et programmes sont annoncés. Ils sont d'un coût global de près de 200 millions de dollars, notamment le projet d'appui au développement intégré financé par la BADEA à hauteur de 20 millions de dollars, mais aussi le projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne avec le volet entrepreneuriat agricole jeune. Et puis ce soir, nous vous amenons à la découverte de l'Union des groupements agricoles de Sumbalako. C'est dans la préfecture de Mamou. Ces amoureux de la terre s'intéressent de plus en plus à la culture du riz et de la pomme de terre, une sorte de PME qui fait du chemin. Cet engagement ne passe plus inaperçu au sommet de l'État. Une mission de la présidence conduite par le ministre conseiller Sanoussi Bantamasso a rendu visite à ces paysans au cœur de leurs activités. Habib Thiam, de retour de Sumbalako. Sur les ruines de la conserverie de Mamou dans le quartier Almamia, cette PME laisse découvrir sa passion pour l'agriculture. Fini les récoltes. Entre la chaleur de l'étuvage et le bruit des machines pileuses, naît la volonté de raffiner le riz. C'est grâce à ce travail que nous faisons vivre nos enfants, car nous sommes très rémunérés. Grâce à un système de rotation, les activités rizicoles de cette PME précèdent chaque année celle de la pomme de terre. Depuis longtemps, l'Union des groupements agricoles de Sumbalako travaille ainsi dans l'ombre avec les moyens du bord. Un engagement personnel de cet homme attiré par la politique agricole du président de la République. Le professeur est en train de nous aider pour avoir des engrais, mais il faut encore des moyens pour équipement agricole. Il faut des étivés, il faut des rizeries, parce que 6 000 sacs, plus de 300 tonnes de riz, pour étiver ça avec les petites marmites, c'est difficile. Il faut les conservations. Quand on produit beaucoup de pommes de terre, s'il n'y a pas un lieu pour conserver, ça va pourrir. Face à cette dynamique, Sanoussi Bantamasso, un proche conseiller du chef de l'État et natif de Mamou, entend sortir ses paysans de l'ornière. Après un tour dans quelques zones d'exploitation, sa conviction est assise. Je dois féliciter cette union et lancer un appel au gouvernement d'aider ses bonnes volontés. Parce que quand vous faites le tour de différentes plaines, vous vous rendez compte qu'il y a des Guinéens capables vraiment de s'investir dans le domaine agricole. Surtout que le président a dit que la Guinée n'est pas seulement un scandale minier, un scandale géologique, mais aussi un scandale agricole. Les unions de Sumbalako le prouvent suffisamment. Les plaines agricoles de Mamou sont parmi les grandes zones de production que compte la Guinée. Un atout pour ces paysans auxquels le soutien du chef de l'État ne devrait pas tarder.
Former les fabricants des briques cuites à la manipulation des machines hydraformes, c'est la volonté affichée par le chef de l'État lors de l'intronisation de cette machine de fabrique des briques en terre stabilisée. Mais sur le terrain, les fours à briques cuites persistent et continuent de détruire l'environnement. Nos reporters sont allés comprendre pourquoi la persistance de ce phénomène en Haute-Guinée. Explication en Soumani Toumani Kamara. Dans la commune urbaine de Kankan et sur les deux rives du fleuve Milo, ils sont 17 groupements de fabricants de briques cuites à évoluer avec au moins 150 personnes par groupement. Malgré la présence des machines hydraformes pour la fabrication des briques en terre stabilisée, ils poursuivent leurs activités qui affectent dangereusement l'environnement. Il faut une solution alternative durable. Eux-mêmes, ils sont conscients qui sont en train de dégrader l'environnement. Donc la solution la plus durable, c'est ce que le président a donné comme piste de solution, c'est les machines à hydraforme, où on utilise moins d'eau et où on dégrade moins l'environnement. Le premier jour le président est venu nous dire qu'il va nous donner la machine. Après ça, on a fait une organisation nommée l'Union des fabricants de briques. Depuis ce jour, on nous a dit que les gens vont venir nous apprendre la machine pour qu'on nous donne. Et un jour, on a vu que la machine là, ils ont donné ça à une organisation des politiciens. Depuis ce jour, ça nous a découragés. Au quartier Aviation, la SONAPI vient de terminer la formation d'une centaine de personnes venues des 5 préfectures de la région de Kankan. La manipulation des machines et la pose des blocs étaient les 2 modules dispensés par un expert congolais. Mais aucun ouvrier formé n'est venu de l'Union des fabricants de briques cuites installée sur les berges des cours d'eau. Pourquoi ils ne sont pas intéressés, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, nous accueillons tout le monde ici. Nous n'avons jamais chassé quelqu'un ici qui voudrait acquérir cette connaissance, qui voudrait franchement acquérir cette connaissance. On n'a jamais exclu quelqu'un. Et on est là, on peut les recevoir, on peut les apprendre s'ils s'approchent. L'introduction des briques en terre stabilisée BTS dans la construction est vivement applaudie dans la savane guinéenne. Une région où la menace sur l'environnement est réelle et inquiétante. En déplacement, les élus du peuple dans la forêt classée de Ziama, ils tentent de faire le constat sur les dangers liés à la coupe abusive du bois dans la dorsale guinéenne. Les députés, membres de la commission environnement, mesurent ainsi l'ampleur de cette situation. Le point avec Robert Siditono. En se rendant à la forêt classée de Nziama, dans la sous-préfecture de Sérédou, les parlementaires ont voulu s'enquérir de l'état actuel de ce patrimoine classé 3e au rang mondial. Plusieurs acteurs et services impliqués dans la gestion de ce patrimoine ont été rencontrés. Conserver et protéger cette forêt serait pour nous un atout, parce que son influence sur les élèves qui étudie ici a un impact incomparable. Et si aujourd'hui on se permet d'exploiter cette forêt, ça veut dire que nos enfants, les générations futures, apprendront qu'il y avait des éléphants, mais ils ne les verront pas. Dans la gestion des éléphants à Ziama, nous sommes vraiment confrontés au problème du braconnage de ces éléphants. Parce que les riverains de Ziama braconnent les éléphants, tuent chaque longueur de journée ces éléphants. Et alors que ces éléphants sont des espèces emblématiques qui sont sur le plan international conservées, auxquelles le gouvernement doit conserver, parce que la Guinée a une convention avec les communautés internationales pour la conservation de ces éléphants. Devant cette problématique, la mission parlementaire a procédé à une série de sensibilisations des populations riveraines. La situation elle est grave, mais elle n'est pas désespérée. Je pense que la forêt de Ziama peut être sauvée. Surtout que, par chance, aujourd'hui, il y a une diversification d'activités qui est en train vraiment de s'imposer à la région forestière. Il y a une très grande campagne d'information
et de sensibilisation qui doit être envisagé vis-à-vis de la population, disant qu'aujourd'hui, un arbre vous rapporte beaucoup plus quand il est sur pied que quand il est abattu, contrairement à ce que les gens croient. Parce qu'un arbre qui est sur pied, il est considéré comme un puits de carbone. La forêt Ziama s'étend sur une distance de plus de 119 km². Des forages pour les populations de la commune urbaine de Kindia, c'est un geste du chef de l'État. Le lancement de cette opération a eu lieu la semaine dernière du côté de la capitale des agrumes. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, l'action vise à résoudre le puneux problème d'eau potable dans cette ville. Nabi Kamara, de retour de Kindia. C'est dans cette cour de la mosquée du quartier Kassia 2 où les travaux de construction des 15 forages ont été lancés à Kindia. Ils sont offerts par le président Alpha Condé aux populations de cette commune urbaine qui peinent à trouver de l'eau potable, surtout en cette période sèche. C'est un honneur tout particulier pour moi, aujourd'hui, de venir lancer les travaux de construction de 15 forages à travers la ville de Kindia, surtout dans les zones où de l'eau manque totalement. Suite à la visite du président de la République, ce jour-là, les populations de Kindia se sont massivement mobilisées pour accueillir le président de la République afin de le remercier pour les grandes actions, les grands travaux qu'il est en train de développer pour... En tant que directeur général du SNAP, Dr Nabi a apporté une nouvelle dynamique aux activités de l'institution. Réalisation du programme présidentiel avec la construction de 200 nouveaux forages et la réhabilitation de tous les forages défectueux. Nous sommes sérieusement attristés par cette douleur qui nous atteint dans la profonde, dans notre âme. Mais nous remercions le bon Dieu, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Donc nous prions pour que Dieu accepte son âme dans son paradis éternel. Après tout ce que nous avons vu autour de cette perte-là, autour de ce décès, la manière dont nous sommes entourés par les parents, les amis, par toute la Guinée, à commencer par le père de la nation, je veux parler du professeur Alpha Condé, qui a dépêché très rapidement une délégation sur place, nous nous sentons consolés. Marié et père de 2 enfants, Dr Nabi nous quitte avec plusieurs projets d'adduction d'eau potable. Sa dépouille mortelle est attendue mercredi et l'enterrement est prévu vendredi ici. Que son âme se repose en paix. Enfin, en plus bref, CAN Total Gabon 2017. Ce soir, c'était l'épilogue de la poule B. Algérie, Sénégal, depuis partout. Les Tunisiens ont gagné 4-2 face au Zimbabwe. Et pour être plus complet sur cette fête du foot africain, les premières affiches des quarts de finale sont connues. Les Lions de la Teranga vont affronter les Lions indomptables et les Aigles de Carthage seront opposés aux étalons du Burkina Faso. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Grand merci à vous qui nous suivez à Tambaya et partout dans le monde.